Et de retour sur le plateau de votre émission de société. Merci à vous de nous rejoindre. Quel bonheur de vous retrouver depuis le port de Jaffa. Nous sommes ensemble tous les jours en live. Société, c'est un autre regard sur l'actualité, mais aussi et surtout sur votre quotidien. Voici le menu. Vous rêvez de robes de princesse et d'accessoires que vous ne voyez que dans vos magazines de mode? Aujourd'hui, ce rêve devient réalité grâce à Internet. Tout se loue en quelques clics, des robes de luxe aux robes de mariée. Mesdames, plus question de se priver. C'est le dernier Français en lice à l'Open d'Australie. Gaël Monfils s'est qualifié pour les quarts de finale à Melbourne. Il affrontera mercredi le Canadien Milos Raonic avec le rêve de se qualifier pour les demi. Une croissance qui fait rêver les pays européens, un taux de chômage toujours bas, Israël est considéré comme le miracle du Proche-Orient. Et pourtant, les statistiques de l'OCDE montrent un taux de pauvreté particulièrement haut. Nous parlerons de ce paradoxe dans notre grand dossier. Mais avant de parler mode, sport et d'ouvrir notre grand dossier avec Marie Semelin qui est consacrée aujourd'hui à la pauvreté en Israël, les principaux titres de l'actualité. La France ne reculera pas devant la menace terroriste. François Hollande a immédiatement réagi après la diffusion d'une nouvelle vidéo choc signée Daesh. Elle met en scène les auteurs des attentats de Paris dans un testament macabre où ils annoncent même leur prochaine cible, Londres. Le président français qui est en Inde, il vient de signer un accord sur la vente de 36 Rafales. Le volet financier n'a pas été abordé, mais on parle d'un contrat de plusieurs milliards d'euros. Shimon Peres, hospitalisé d'urgence hier soir, l'ancien président israélien âgé de 92 ans souffrait de douleurs à la poitrine et d'une arythmie. 5 jours à peine après sa dernière sortie de l'hôpital, selon des sources hospitalières, il est dans un état stable et se sent bien. Et c'est le moment de parler mode. Qui n'a jamais rêvé de porter des sacs à main siglés et de se faire des looks de magazine tout en préservant son porte-monnaie? Eh bien, à l'ère du 2.0, c'est possible. Les mentalités ont changé et la location de luxe virtuel explose. Regardez. La génération Y redéfinit les règles. Goûter à la haute couture n'est plus un rêve. La location de robes de luxe connaît un boom sans précédent. Via le net ou en showroom, faire illusion en Dior, Chanel ou Saint-Laurent le temps d'une soirée, voilà la nouvelle tendance. Inspiré de l'économie de partage, ce nouveau mode de consommation est, selon le magazine Vogue, une alternative aux achats compulsifs. Hélène Altman, ancienne journaliste de l'Officiel de la mode, décide de relever le défi en créant C'est ma robe, un site internet et un showroom e-parisien qui propose une sélection pointue de robes de luxe à la location. Bon, le boom de la location dans le monde, en fait moi je l'explique parce qu'aujourd'hui les comportements ont changé. Plus que la possession de l'objet, de la pièce, c'est l'expérience du luxe qui compte. Avec des clientes ultra connectées, les besoins évoluent sans cesse. Venu des États-Unis, le concept de location de luxe virtuelle est une machine de guerre qui compte plus de 5 millions d'adeptes. Le modèle est désormais copié dans le monde entier, à l'image de The Outfit, le premier site du genre en Israël. Pour Anaël Naoum, la fondatrice du site My Couture Corner, proposer un service 100% digital de location des collections haute couture en cours est un atout. Lanvin ou Balenciaga, rien n'est trop beau. On s'est positionné vraiment sur la location sur Internet, ce qui nous permettait en fait de s'adresser à toute la France. Un modèle bien rodé, adapté à toutes les clientes. Des stylistes à disposition via des chats, des showrooms pour celles qui veulent essayer, des ventes privées sur une sélection d'articles à la fin de chaque saison. Ces entrepreneuses ont pensé à tout. Les bouleversements du monde du luxe sont inéluctables. Comment les maisons de couture seront-elles s'adapter? N'est-ce pas un frein à la création? Un nouveau défi qu'a su relever Kenzo en s'associant au site ELS Collection. Un showroom et un site internet qui propose l'achat ou la location d'une sélection de vêtements de luxe à moindre coût. Daria Soussan, bonjour. Bonjour. Louer une robe de luxe, mon Dieu, mais quel rêve! Dites-nous comment ça fonctionne. Regardez, on sélectionne le site d'abord, puis le modèle, l'événement, la taille, et ensuite on se fait livrer où on veut, soit au bureau, soit à la maison, on fait ce qu'on veut. Et si jamais vous êtes vraiment trop frileuse pour ça, vous pouvez vous rendre dans les showrooms, parce que pratiquement tous proposent des showrooms, avec des stylistes à disposition, évidemment. Alors là, vous nous parlez de robe de soirée, mais quelque chose d'incroyable, c'est que vous pouvez aussi louer une robe de mariée. Ça, c'est particulièrement audacieux.
Bah oui, parce qu'a priori, une robe de mariée, on se dit qu'on veut l'essayer, on fait plusieurs essayages, même souvent avant. Et en fait, là, non, de toute façon, le mariage est désacralisé aujourd'hui et c'est terminé. On n'achète plus une robe de mariée, on n'a plus envie de dépenser une fois, comme ça, une grosse somme pour une robe qu'on ne va pas forcément, a priori, reporter. Comment ça fonctionne alors ? Alors, c'est des sites qui sont spécialement dédiés aux robes de mariée. Et ou alors, il y a aussi des sites de luxe, mais qui proposent des partenariats avec des grandes maisons. Et les retouches à distance ? Alors, il y a les stylistes, mais oui, il y a la possibilité de faire des retouches, mais attention, ça doit être des petites retouches qui puissent être amovibles. Parce que si c'est de la grosse retouche, à ce moment-là, ça ne va pas être possible. Alors finalement, par le net, on trouve tout le luxe en location, abordable pour tout le monde. Pour tout le monde. Si vous avez envie d'un sac, très souvent un sac magnifique d'une marque, d'une grande maison de couture ou de luxe que je ne citerai pas, ça coûte très 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 cher. Et bien là, pour quelques semaines ou pour des systèmes d'abonnement, on peut louer des sacs de luxe, des chapeaux aussi. Et on peut tout trouver sur Internet. Et c'est quoi le modèle économique de ces sites ? Comment ils réussissent à être rentables ? Alors en fait, principalement, ils proposent tous des ventes privées. Et c'est vraiment comme ça qu'ils réussissent à rentrer dans leurs frais. Parce que avec les achats par la suite, ça leur permet, eux, de rentrer des sous et de pouvoir... Donc ce qu'ils louent, ils le vendent après, alors c'est ça ? Voilà, on a la possibilité. C'est-à-dire qu'il y a des ventes privées qui sont organisées pour les femmes qui ont déjà loué, les clientes. Et c'est comme ça que ça leur permet de rentrer. D'accord. Derrière, ça donne vraiment envie. Mais vous savez, quand on achète quelque chose sur Internet, on a toujours peur que ce ne soit pas authentique. Comment on peut être sûr que c'est vraiment une robe de haute couture et que ce n'est pas une copie qu'on va recevoir ? Oui, c'est une grande question. Alors d'abord, il faut savoir que si jamais c'est des robes de seconde main qu'on loue, il y a une sélection drastique qui se fait au départ. Et si jamais c'est des robes qui sont neuves, c'est des partenariats avec des maisons de couture. Donc, de toute façon, ils se fournissent directement chez les maisons de couture. Et c'est comme ça qu'on peut être sûr que, oui, on porte des grandes maisons de couture. Et concernant les chapeaux, ça se loue aussi, vous disiez tout à l'heure ? Comment alors, ça les fonctionne ? chapeaux, oui. Alors, moi, j'ai trouvé effectivement un site. Vous mettez des chapeaux, vous, c'est tendance en ce moment ? En ce moment, c'est très tendance, oui, les chapeaux, c'est la vérité. Et ça m'arrive. Ça m'arrive. Et l'idéal, c'est de pouvoir faire un chapeau sur mesure. Et ce site, c'est une boutique. Et donc, on se rend dans la boutique avec la robe, pour que ce soit adapté. Et on peut louer le chapeau qui nous plaît. Eh bien, c'est très chic. On vient de voir des petits Kennedy à l'antenne. Ça donne envie de reporter des chapeaux désormais. En quelques clics, on peut donc s'offrir la pièce du couturier de nos rêves le temps d'une soirée ou bien pour quelques jours. Notre façon de consommer la mode est en pleine mutation, on vient de le voir. Du coup, vivement notre prochaine soirée. Tapis rouge. Allez, on va parler sport avec vous, Samuel Calvo. Bonjour. Bonjour. Alors après la mode, on va partir directement à Melbourne. Oui, en Australie, donc on a les derniers résultats. C'est Gaël Monfils donc, qui a battu le Russe Andrei Kuznetsov de 24 ans au terme d'un match difficile pour les deux joueurs. Ça n'a pas été si facile que ça pour mon fils. Donc en 2h37 sur 5-7, donc 7-5, 3-6, 6-3, 7-6, en 4-7 pardon. C'était la première fois que le Français atteint les quarts de finale de ce tournoi du Grand Chelem et c'est la 7e fois, toute compétition confondue, en Grand Chelem bien sûr. À noter que le Français, il s'est fait un petit peu mal à la main en essayant de rattraper une balle et on l'écoute d'ailleurs sur sa douleur à la main. It's very painful, you know. I can even grip anything right now, you know. C'est vraiment très douloureux. Pour l'instant, je ne peux rien attraper avec cette main. J'ai une coupure profonde. Ce n'est pas grand-chose, mais j'ai quand même un beau bleu. Je suis chanceux de ne m'être rien cassé. Je pensais pouvoir récupérer cette balle, mais j'ai eu tort et malheureusement, je ne suis pas en pierre. Et on connaît l'adversaire du Français pour les quarts de finale, ouais, Samuel. Exactement, c'est vraiment l'homme fort du moment. Il est très performant en ce moment. C'est le Canadien Milos Raonic qui a réussi à sortir Stan Wawrinka au 4e mondial et tout de même vainqueur de l'Open d'Australie en 2014. Donc le Suisse n'a pas pu résister aux attaques lourdes et insistantes du géant qui fait, je vous le répète, 1m96 et qui est à la 14e place au classement ATP. Un match de 3h45 et 5-7, 6-4, 6-3, 5-7, 4-6, 6-3. Donc on écoute le Suisse qui a malheureusement perdu son match. Je vois que ça peut tourner, bien sûr. Lui m'a laissé revenir dans le match. Même si je me bats, même si je cherche des solutions, lui
J'ai l'impression qu'il a quand même bien baissé. Et il m'a laissé 2 petits trous, j'y suis rentré et puis je le pousse au 5e. C'est clair qu'au début du 5e, je veux dire, c'est un 5e set. Ça se joue plus qu'au physique, ça se joue plus que sur le jeu, mais ça se joue aussi au mental. Et forcément, on espère. Et j'essaye sur le moment d'aller le pousser un peu plus. Ça aurait pu tourner, mais ça n'a pas été le cas. Et à noter, Samuel, que c'est la première fois que Milos Raonic bat un sportif dans le top 8 en tournoi du Grand Chelem. Ouais, grosse info là. Il est vraiment à surveiller de très très près cette saison et on verra ce qu'il va faire en quart, mais j'ai l'impression qu'il a les armes pour battre un Monfils qui d'ailleurs est blessé un peu à la main, donc ça risque d'être un peu compliqué. Je vous propose de l'écouter juste après sa victoire. C'est vraiment que du positif. Je suis très content de mon jeu, la manière de me comporter face à mon adversaire sur le terrain et surtout dans le 5e set. En même temps, aussi heureux que je suis, je dois rester concentré sur mon prochain match. Et Murray vient de remporter son match face à l'Australien Bernard Tomic. Ouais, 2e mondial Murray qui a réussi à battre Bernard Tomic en 3 manches 6-4, 6-4, 7-6 pour 2 heures et 31 minutes de jeu. L'Écossais donc jouera contre David Ferrer, l'Espagnol, en quart de finale. Ouais, alors on parle maintenant des femmes. Johanna Konta est la première Britannique depuis 1984 à se qualifier en quart de finale d'un Grand Chelem. Bravo. Ouais, exceptionnel. C'est une très belle réussite pour cette Anglaise. Elle était 147e mondiale en mai dernier et elle a éliminé la Russe Ekaterina Makarova, 24e mondiale en 8e de finale, donc en 3-7, 4-6, 6-4, 8-6 et un peu plus de 3 heures de jeu. C'est une affaire vraiment à suivre de près, une autre qui est à surveiller. Et nous l'avons annoncé hier en direct, Samuel Calvo, Sébastien Ogier a remporté le premier championnat de la compétition de rallye 2016. Bravo à lui. Il commence à avoir un sérieux palmarès, ce Sébastien Ogier. C'est peut-être le nouveau Loeb, on ne sait pas encore, mais en tout cas, un autre à surveiller de près. Et je vous propose de revenir en image sur sa victoire d'hier. On regarde. Pour l'ultime étape du plus prestigieux rallye du calendrier mondial, Sébastien Ogier a tenu bon et ne s'est pas laissé griser par son avance plutôt confortable de plus de 2 minutes. Après 377 km de course répartis en 16 spéciales, le Français accumule 33 victoires en WRC et obtient sa 4e victoire dans cette compétition monégasque. Je suis tellement ému d'être ici à Monte-Carlo. C'était vraiment un rêve d'enfant. Je le répète à chaque fois, mais c'est tellement beau. Gagner pour la 4e fois un rallye si difficile, je suis vraiment heureux. Derrière le champion, c'est un autre pilote Volkswagen, son coéquipier norvégien Andrea Mikkelsen, qui le colle à moins de 2 minutes. La dernière marche du podium revient au pilote de l'équipe sud-coréenne Thierry Neuville, qui n'est pas passé loin de l'abandon après un problème de transmission. Finalement, il ne perd qu'1 minute et conserve sa position en adoptant une conduite privilégiant l'intégrité de sa Hyundai. C'est la 3e victoire d'affilée en principauté pour le triple champion du monde de WRC qui lui permet de se placer en tête de ce championnat de la saison 2016. Prochain rendez-vous le 12 février en Suède pour la 2e manche du championnat. Et Samuel, pour finir notre journal du sport, eh bien on va prendre de l'altitude et on va aller dans les montagnes suisses. Oui, c'est ça, c'est à Gstaad que ça se passe. C'est du fat bike, donc du vélo de neige. C'est des vélos, donc des vélos sportifs qui sont montés avec des gros pneus pour résister, pour adhérer à la neige, pour essayer de pas tomber, parce que malheureusement, on s'imagine bien qu'avec des roues sur la neige, on a tendance à tomber. Donc c'est à travers les montagnes, ça se passe la journée et la nuit. Et au final, le vainqueur, c'est l'Espagnol Thomas Misser. Et chez les femmes, c'est Jekel Elferink. Donc, on regarde ces images. Ils ont été courageux, ils ont affronté le froid. Une doudoune de luxe peut-être pour eux. Allez, merci à vous deux. C'est l'heure de notre grand dossier. Israël est-il un pays pauvre? C'est en tout cas ce que montrent les statistiques de l'OCDE et elle toucherait de plein fouet les enfants. Pourtant, la croissance israélienne pourrait faire rêver d'autres pays européens, tout comme le taux de chômage, 2 fois moins important qu'en France. Alors comment le taux de pauvreté peut-il être aussi haut? Qui sont les gens touchés par cette pauvreté? Et surtout, quelles mesures peuvent-elles être prises pour y remédier? On en parle dans quelques instants avec nos invités, mais d'abord, regardez ce reportage. Il a été réalisé à Tel Aviv et vous allez certainement découvrir une facette inconnue de la ville blanche, celle de la soupe populaire. Ce reportage est signé Elsa Mimoun.
Il est presque 10h30, on s'active dans cette ancienne synagogue du sud de Tel Aviv qui fait désormais office de salle à manger pour la soupe populaire de l'association Lazova. Ici, plus de 2000 repas sont préparés chaque jour, 400 à 500 sont pris sur place, le reste emporté. Les candidats sont les laissés pour compte, les sans domicile fixe ou bien encore des familles qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. On reçoit des gens de 1 à 80 ans, on ne leur demande rien. Ils peuvent tout simplement venir ici et recevoir de la nourriture. Je ne les regarde pas comme des gens dans le besoin ni comme des SDF, mais comme des êtres humains. Ils ne reçoivent pas simplement de la nourriture ici, mais aussi de l'attention. 20 centres comme celui-ci sont implantés un peu partout en Israël. Un système basé principalement sur du volontariat et sur la réception de dons financiers et de denrées alimentaires. Je sais ce que c'est, j'ai été dans le besoin aussi dans le passé, j'ai eu faim, alors tous les jours j'essaie de venir quelques heures. Je le fais de bon cœur, sans histoire, et rendre ainsi ce qu'on m'a donné. 30 ans que cette association existe, et ils ont vraiment grandi en comprenant le besoin qui se crée dans ce pays, malgré les statistiques qui montrent que le PIB est très haut. Israël est le membre de l'OCDE avec le plus haut taux de pauvreté. Un besoin qui s'illustre par l'affluence chaque midi, mais également le vendredi soir ou encore pendant les fêtes familiales. Aujourd'hui, un Israélien sur 5 et un enfant israélien sur 3 vivent dans la pauvreté, soit 22% de la population contre 14% en France. Une situation qui entraîne la désintégration d'une partie de la société et la croissance de la division entre les riches et les démunis. Malgré cela, la politique sociale reste peu développée, le budget gouvernemental restant en priorité axé sur la sécurité. Marie Semelin, bonjour. Vous avez préparé ce dossier. Et Gilles Darmon, bonjour. Vous êtes le président de l'association La Tête, une des organisations les plus importantes en Israël qui se bat contre la pauvreté, la plus grande banque alimentaire du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le constat en tout cas que l'on peut tirer, ce sont les ONG qui s'occupent des pauvres et non le gouvernement ? Ce qui est sûr, c'est que les ONG aujourd'hui se trouvent en première ligne de ce combat contre la pauvreté, et pour la simple et bonne raison que l'État ne fait pas son travail, en tout cas ne le fait pas comme il faut. Et depuis les années 90, en fait, a émergé toute une classe d'ONG dédiée à la question sociale en Israël, qui a décidé de prendre ses responsabilités et d'aller sur le terrain pour pouvoir assister ces populations. Pourquoi vous pensez que le gouvernement ne prend pas ses responsabilités ? Non, le gouvernement ne prend pas ses responsabilités. Je crois qu'il a mis plus de 10 ans à accepter le principe qu'il y a une problématique de pauvreté en Israël. Il a fallu attendre 2015 pour voir la création de la commission Elalouf, qui est le premier effort remarquable du gouvernement pour cerner la question de la pauvreté et pour faire l'inventaire des solutions à la disposition. C'est largement trop tard. Ces dispositions qui ont été identifiées par cette commission n'ont pas encore été implémentées, et c'est le problème. Le problème étant que finalement, comme partout, les ONG se trouvent sur le terrain, sont le premier filet de sécurité sociale de la population israélienne, de ces 23% de la population qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et malheureusement, l'État est, je dirais, impotent à régler ce problème, en tout cas à faire ce qu'il faut. Justement, Marie Semelin, où se situe Israël à l'échelle de l'OCDE ? On dit toujours que c'est le pays le plus pauvre de cette zone économique, c'est vrai ? Alors, c'est vrai, oui, et c'est pas vrai en même temps. Ce qui veut dire que dans les 34 pays membres de la zone OCDE, il y a un pays qui fait pire qu'Israël, c'est le Mexique. Donc souvent, on dit abusivement qu'Israël est le pays le plus pauvre de l'OCDE. En fait, quand on dit ça, on fait référence aux pays dits occidentaux, c'est-à-dire Europe, États-Unis, une zone dans laquelle souvent on inclut Israël. Et là, effectivement, Israël est le pire des pays dits occidentaux. Si on regarde, excusez-moi, ce qui est pire que au hasard la France, la Pologne, la Hongrie, l'Espagne et la Turquie. Si on regarde les inégalités cette fois au sein de la zone OCDE, là c'est un tout petit peu mieux, au sens où Israël est cette fois derrière le Mexique, la Turquie et les États-Unis, donc ils sont avant-dernier, mais ça reste un pays où il y a des très riches et des très pauvres. Alors Gilles Darmon, on l'a bien compris, Marie nous a très bien expliqué, la pauvreté c'est un vrai problème en Israël, mais si on regarde 10 ans en arrière, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un mieux ou pas ? Je crois que quand on se retrouve avec plus de 700 000 enfants qui vivent dans une situation de pauvreté, quand on parle de plus de 400 000 familles, les petites variations vers le haut ou vers le bas d'un tel nombre n'ont pas vraiment de signification. Je crois qu'on a un problème central qui est une bombe à retardement social au sein du pays, qui est la question de la pauvreté. Je crois qu'aujourd'hui, Israël est un pays fort. Nous sommes plus de 60 ans après la création de ce pays. Le fait qu'aujourd'hui, on ait mis de côté autant de citoyens qu'on ait pu les extraire du projet national est un vrai problème. Je pense qu'il y a un vrai risque d'implosion sociale
pour la société israélienne. Et ce qu'on a vu en 2011, la révolte des tentes, n'est qu'un léger amusement comparé à ce qui pourrait se passer si l'État ne s'en occupe pas rapidement. Vous avez quelques chiffres pour nous, juste pour avoir une vision d'ensemble sur les personnes touchées par ce phénomène? Alors, si on prend au global, 32% quasiment de la population israélienne est considérée comme pauvre, 31,9% pour être précis, ça fait 2 600 000 personnes. Et là-dedans, il y a quasiment 1 million d'enfants. Vous avez parlé des enfants. Je vous remercie parce que vous citez là les chiffres du rapport alternatif de la tête, ouais, qui ne sont exactement. pas les chiffres du bitoire Leumi de la sécurité sociale. Ok, on voulait justement en parler. Il y a 2 types de rapports sur la pauvreté qui sont produits en Israël. Il y a le rapport du bitoire Leumi et il y a le rapport de votre organisation La Tête. Si on s'arrête sur ce point-là, expliquez-nous pourquoi une telle différence dans les chiffres. 32% de pauvres versus 23% de pauvres selon les rapports. C'est une différence qui est essentiellement méthodologique. Je dirais qu'un rapport vient compléter l'autre. Je pense que la façon dont le bitoire Leumi, la sécurité sociale israélienne, calcule la pauvreté, eh bien, c'est essentiellement un calcul mathématique qui va définir un seuil minimal. Si on gagne plus de 50 shekels, on va se retrouver en dehors de la ligne de pauvreté, et ce qui est dans la réalité une ineptie. Donc on a cherché de façon différente, sur la base finalement des dépenses des foyers, à pouvoir calculer qu'est-ce que la pauvreté aujourd'hui dans une famille israélienne, et nous arrivons à ces chiffres-là de 2 600 000 personnes qui sont en quelque part cohérents avec les chiffres de l'État et du bitoire Leumi. Donc quand on parle d'une population qui aujourd'hui fait pratiquement 8,5 millions d'habitants, 2,6 millions d'habitants en situation de pauvreté, c'est un signal d'alarme extrêmement fort. Et ce qui est très inquiétant, c'est que justement les personnes âgées et les enfants sont en première ligne. Alors on a toujours ces 2 types de populations qui sont effectivement les populations les plus sensibles, les plus fragiles du pays. Les enfants, on a pratiquement un enfant sur 3 qui vit dans une situation de pauvreté. C'est quelque chose d'inacceptable. C'est d'autant plus inacceptable que finalement ces enfants forment les bataillons de la pauvreté dans 10 ans, dans 20 ans. Et si on ne s'occupe pas très rapidement de ces enfants, on va perpétuer de génération en génération la problématique de la pauvreté, et ça ne fera que s'agrandir. En tous les cas, on est à 2 jours de la journée internationale de la Shoah, et les survivants de la Shoah ici, les survivants de l'Holocauste en Israël, font partie de cette population, mais c'est un vrai problème éthique. C'est un problème éthique, c'est un problème d'identité de ce pays, c'est un problème de reconnaissance de ce qu'on doit à cette population. On pense qu'aujourd'hui, il doit y avoir pratiquement moins de 200 000 rescapés de la Shoah. Sur ces 200 000 rescapés de la Shoah, il en reste à peu près 30 à 35 000 qui vivent en situation de pauvreté. C'est des gens qui sont passés à travers le filet d'aide sociale qui a été mis en place soit par l'État, soit par l'Allemagne, soit par la Suède, etc. Les gens qui ont donné des réparations. Et ces 30 000 personnes, nous avons, nous, au sein de l'organisation de La Tête, un programme qui assiste de façon hebdomadaire ces rescapés de la Shoah. Quelles mesures peut-on prendre, Gilles Darmon, pour essayer de faire en sorte que ça change? Écoutez, il y a aujourd'hui une roadmap, une série de 30 à 40 mesures qui ont été clairement définies, de l'augmentation des allocations vieillesse, en passant par un effort sur le logement social, de la mise en place de crèches pour enfants bas âge pour permettre aux familles monoparentales, aux femmes de familles monoparentales d'aller travailler, etc., etc. Les solutions existent. Ce qu'il manque aujourd'hui, c'est une volonté politique. Elle n'est pas là. Je pense que la question de la pauvreté, c'est pas simplement une question de pauvreté, c'est aussi la question de quel visage la société israélienne veut recevoir quand elle se regarde dans le miroir en 2020. C'est le problème que nous avons. Alors justement, moi j'avais aussi une question à vous poser sur une des choses que dit votre association, La Tête, qui est la pauvreté coûte de l'argent au gouvernement. La pauvreté qui coûte de l'argent au gouvernement, on y reviendra. Ça sera un autre dossier certainement. Merci beaucoup Marie Semelin. Merci à vous Gilles Darmon d'avoir accepté notre invitation. C'est malheureusement déjà l'heure de se quitter. Demain nous parlerons dans le grand dossier du stress post-traumatique qui touche des centaines de soldats en Israël. C'est Fleur Citruc qui sera aux commandes de ce dossier. Restez avec nous car l'info continue sur I24 News. À demain.